Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je vais vous faire un petit point sur le marché. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait parce que j'étais pas mal occupé et le marché il était un petit peu fatigué comme vous l'avez vu dernièrement. Donc là je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que il s'est passé globalement. On va regarder des analyses notamment de la liquidité parce que c'est ce que j'analyse principalement. Il y aura quelques indicateurs. En plus de ça, donc vous verrez, je vous aurais mis un message sur le groupe pour que vous ayez tout de format écrit, on va dire, mais je vais vous ajouter quelques petites analyses rapidement en fin de vidéo, comme ça au moins vous aurez un petit peu plus pour ceux qui seront venus voir la vidéo. Donc on va commencer avec l'analyse de la liquidité globale. Donc vous voyez ici, GMI Total Liquidity Index, donc c'est le trait qui est en noir. Ici, c'est un graphique qui a été fait, du coup c'était en août-septembre du coup de l'année dernière. Et on voyait que la liquidité ressemblait énormément au graphique du Bitcoin, mais avec un délai. C'est-à-dire que la total liquidity était en train du coup de stagner sur ces niveaux-là. Après, elle montait. Et en fait, on voit que le Bitcoin était corrélé, mais avec un délai de retard, comme on peut voir. Une fois que la liquidité était ici, le Bitcoin était là. Donc en fait, suite à ça, on avait prévu, entre guillemets, qu'on allait avoir une forte hausse. Et c'est donc ce qu'il s'est passé. Donc hop, on continue. Donc ça, c'est un graphique voilà, qui a été fait donc, plus tard. Et donc là, on peut voir que la Global Liquidity s'est complètement effondrée suite à cette augmentation qu'on avait vue juste avant. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi exactement cette liquidité. Et donc là, on pouvait se dire à ce moment-là, bon, si le Bitcoin suit la liquidité, alors si on fait le scénario qu'on va continuer à suivre cette liquidité, on avait le scénario que ça allait encore descendre. Donc là, c'est sur ce moment-là où j'avais dit, bon, attention, je vous avais mis sur le groupe un petit message, la liquidité est en train de se péter la gueule, donc faites attention, c'est peut-être pas le meilleur moment pour recharger, ou au contraire, il faudrait prendre des profits. Donc pour ceux qui étaient rentrés par ici, ou voire même avant, on avait pris un petit peu de profit. Donc peut-être qu'on n'en avait pas pris assez, parce que vu la tête après des altcoins, on aurait peut-être dû en prendre un peu plus. Mais ça, on ne pouvait pas savoir jusqu'à où ça allait tomber. Donc, suite à ça, donc voilà, on a une autre chute du Bitcoin, donc on peut le voir en rouge ici, pouf. Et là, on voit que la globale liquidité est en train de remonter. Donc ça, c'est super positif pour nous, puisque si elle remonte, ça veut dire que le prix du Bitcoin devrait remonter. Donc là, on pourrait se dire, bon, est-ce que le Bitcoin, là, il a fini de tomber ou pas encore? Donc là, hop, je vérifie qu'on ait bien l'enregistrement d'écran. Donc ici, on se retrouve sur le Bitcoin. Et là, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller potentiellement. Donc on a vu qu'à partir de septembre de l'année dernière, le Bitcoin est monté en ligne droite. Le problème, c'est que quand on monte en ligne droite, on laisse souvent des liquidités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous avez les marchés dérivés, donc c'est les marchés des traders, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des positions donc à l'achat ou à la vente. Quand ils mettent des positions à l'achat ou à la vente, ils ont des prix de liquidation, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple parier sur ce niveau ici que le Bitcoin va monter. Par contre, eux, ils ont le prix maximum, on va définir par exemple ici. Si le prix descend en dessous de ce niveau, ils perdent la somme qu'ils auront misée. Ok. Et donc là, vu que le prix est monté quasiment en ligne droite, tous les gens qui étaient en position, ce qu'on appelle position longue, donc position à l'achat, c'est-à-dire qu'ils ont leur position qui n'ont pas été liquidées, donc ils ont gagné en fait. Donc voilà, donc par exemple on pourrait en avoir une ici. Tous les gens qui ont acheté sur ces niveaux-là, ils ont forcément pas perdu parce que le prix n'est pas revenu sur ces mèches. Donc ici, ici, mais excusez-moi. Bon, vous avez compris, de toute façon, à chaque fois qu'on a une ligne en bas là, tac, ici, voilà. Donc là, jusqu'à ce moment-là, bon, je vais enlever l'aimant parce qu'il m'embête. Donc tous les gens qui auront du coup acheté sur ces mèches ici, ils n'ont jamais été retouchés. Donc c'est-à-dire que les prix qu'ils ont eus, ils sont toujours en positif malgré que le marché soit redescendu. Et ça, les marchés, ils aiment pas. Ils aiment toujours quand on essaie de liquider le maximum de monde pour qu'il y ait le moins de gagnants possible. Donc en fait, quand on est monté, c'était quasiment sûr qu'il fallait qu'on redescende. Donc moi, je vous avais dit, on allait sûrement redescendre au niveau des 85 000. Donc les 85 000, comme vous pouvez voir, c'était ici. Parce que c'était la plus
haute, on va dire, zone de liquidité qu'il fallait au minimum venir récupérer. Donc ça n'a pas loupé, donc on a pris quand même quelques mois pour venir les récupérer, vous voyez. Donc on est venu les prendre le 26 février. Bon, on est venu un petit peu plus bas, j'anticipais pas qu'on descende aussi bas. Mais bon, on l'a fait, au moins on a bien liquidé le maximum. Le problème c'est qu'on n'est pas encore descendu plus bas, on aurait pu venir récupérer les liquidités qu'il y avait ici. Et on n'est pas venu, donc on a encore des risques, on va dire, qu'on vienne chercher plus bas, malgré que là, on ait déjà liquidé énormément de monde. On a eu des liquidations records sur tous les marchés, sur les altcoins, sur le Bitcoin, sur ce que vous voulez. Donc, c'est pas sûr à 100% qu'on y descende, mais le scénario reste toujours envisageable. Maintenant, je vous ai expliqué donc, les liquidités qu'on avait sur tous les gens qui achetaient. Donc, du coup, les gens qui sont ici sont forcément positifs, ceux ici positifs, 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 positifs. Et maintenant, en fait, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ben, tous les gens qui avaient parié à la hausse. Donc là, il y en a beaucoup qui étaient gagnants, mais là, pouf, ils viennent de se faire avoir, ils ont perdu. Maintenant, on va se dire, bon, mais il y en a peut-être qui vont aussi parier à la baisse. Et donc, si on fait le parallèle à la baisse, on va se dire, bon, ben voilà, c'est quel point n'a jamais été retouché au niveau des ventes. Donc, on a ce point ici, on a ce point ici, on a ce point ici, ce point ici, ce point ici, et actuellement, ce point ici. En bas, les points où ils sont ici. Donc pour ceux qui ont acheté, ici, ici. Et donc là, on peut voir très rapidement la différence. Ici, il n'y a que très peu de liquidités qui ont été posées ici, alors qu'ici, il y a énormément de monde qui ont parié à la baisse et qui n'ont jamais perdu. Donc souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va nous juste chercher la liquidité. Donc là, la liquidité, elle était au sud, donc en bas, parce qu'il n'y avait que des gens qui avaient acheté. Et pour l'instant, ils étaient en train de gagner, donc nous, c'est pas ce qu'on voulait. Donc hop, on est venu descendre pour les faire perdre. Et là, c'est l'inverse. Depuis quelques mois, donc depuis début janvier, tous les gens sont à la vente. Donc là, on vend. Au bout d'un moment, on va du coup passer au travers de tout ça pour les faire perdre tous d'un coup. Et c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Short, quand on dit que quelqu'un short, ça veut dire qu'il vend le marché. C'est-à-dire que lui, il parie à la baisse. Et quand on fait un short squeeze, ça veut dire qu'on va squeezer toutes les personnes qui ont parié à la baisse. Et donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est un gros mouvement en fait, qui viendrait exploser tous les stop loss de ces personnes-là sur les marchés dérivés. Et que ça vienne du coup derrière nous faire un nouvel ATH, donc all time high. Donc comme vous le voyez, ici on a une droite de tendance, donc ça on appelle ça une résistance. C'est-à-dire que le prix pourrait venir taper contre ça, redescendre après, quelque part par ici, retaper, par exemple, et au bout d'un moment, on pourrait réussir à traverser ça pour venir taper ici. Le problème, parce qu'il y en a plusieurs problèmes, sinon si c'était aussi facile que ce que je vous dis, tout le monde serait millionnaire et c'est pas compliqué. C'est que ici, on a formé ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire que là, on venait en haut du range, on venait en bas du range, on venait en haut du range, en bas du range, hop, etc., etc. Voilà, vous avez compris. Et donc ça, en fait, ça crée quoi? Ça crée un support et ici, une résistance. Le problème, c'est qu'ici, on est passé sous le support. Et quand on passe sous un support, il devient résistance. C'est comme si on faisait l'analogie avec un plafond. Si vous sautez au niveau du plafond, ben vous allez taper la tête dessus. Par contre, si vous traversez le plafond, ça devient le sol. Mais c'est exactement pareil. Donc ici, quand on était sur le sol, là on a réussi à passer à travers. Donc là, on se retrouve avec un plafond. Donc là, ça va être plus compliqué pour casser le plafond. Si on arrive à casser le plafond, on sera de nouveau sur le sol. Et donc là, on aura plus de possibilités pour aller de nouveau casser l'autre plafond. Ok, bon là, je vous l'ai fait un petit peu imagé, mais c'est pour que vous compreniez. Donc voilà un petit peu sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Soit on descend, on reste un petit peu stabilisé sous cette résistance. On pourrait potentiellement venir récupérer les liquidités donc qu'il y a ici et ici, donc entre 65 voilà, et 75. C'est pas le scénario que je privilégie, mais il faut le garder à l'esprit. Ou sinon, eh bien, on va essayer de péter tout ça à la hausse. Donc là, hop, je repasse sur ma liquidité. Si on regarde un petit peu le cours, on va dire, de la liquidité, on voit qu'il y a eu une grosse baisse, une petite hausse et de nouveau une baisse sur la liquidité. Nous, sur le Bitcoin, on a eu juste une grosse baisse, hop, et une mini hausse, mais qui a duré un jour. Donc, est-ce que cette hausse peut être prise en compte par celle qu'on a eue ici et se dire, bon, ben ça y est,
on a fini les mouvements et donc là, on peut repartir à la hausse tranquillement? Ou est-ce que la vague qu'on a eue, ça serait peut-être que celle-là, de petite hausse et la redescente, et donc du coup, il nous resterait encore tout ce mouvement-là plus bas. Donc là, je pourrais pas vous dire exactement où est-ce qu'on peut aller. Dans tous les cas, si on n'a pas fini la correction, on viendra chercher ici. Si ça, c'était la correction supplémentaire qu'on attendait, on est prêt à repartir. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va regarder ici qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. En fait, on voit qu'on a une corrélation sur les marchés financiers où les marchés se répètent assez fortement. Et du coup, on peut analyser ce qui s'est passé dans le passé et regarder qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Ici, on se retrouve sur le cycle de 2016-2018, donc sur le bull run 2017. Donc notamment le cycle où Donald Trump a été élu. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce cycle-là pour le moment. Et là, on peut voir donc la liquidité en noir du cycle de 2017 et la liquidité de nos jours, on va dire, celle actuelle. On peut voir qu'on a quand même une corrélation assez forte sur les mouvements. Bon, c'est pas exactement pareil, mais avec 5-10 ans d'écart, on peut voir qu'on a quand même pas mal de similitudes. Donc si on continue dans ce sens-là, on peut se dire voilà, que le Bitcoin il va pouvoir monter tranquillement, petit à petit, suivant du coup la liquidité. Et en plus, si on a des nouvelles positives, ça pourra aider tout ça. Donc voilà pour ça. Maintenant, je voulais vous montrer quoi? Hop, je voulais vous montrer ça. Ici, c'est une reconstitution du coup du cycle dernier, 2021, où on a eu une grosse augmentation, un gros crash, et après, le Bitcoin, il s'est envolé. Si on fait le parallèle avec ce qu'on a eu là aujourd'hui, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc on a eu notre range infini de l'année 2024. Grosse explosion suite à l'annonce du coup de l'élection de Trump. Un petit range que je vais vous montrer. Là, on s'est pété la gueule et là, potentiellement, on pourrait repartir. Donc faites pas attention aux ordres de prix. Là, 720 000, on n'ira pas à 720 000 sur ce cycle. Mais c'est pour vous montrer qu'il s'est déjà passé ce genre de pattern. Vous voyez, c'est quand même assez ressemblant. Donc on pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça. Pareil, ici, c'est la même. Donc 2020, hop, on est descendu, pouf. Et là, donc si on fait exactement pareil, en fait, le trait vert, c'est pour vous montrer le gap CME. Le gap CME, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos. En fait, les marchés financiers, on a un marché pour les particuliers et un marché pour les professionnels. Le marché des professionnels s'appelle le Chicago Mercantile Exchange, donc CME. Et en fait, les professionnels ne tradent que la semaine. Donc le week-end, en fait, ils ne tradent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre d'ordre, que ce soit à l'achat ou à la vente. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Eh bien, en fait, c'est que si le prix monte trop ou baisse trop pendant le week-end, il y a des gaps de cotation. C'est-à-dire que ici, en fait, en 2025, lors de l'élection de Trump, on a eu un week-end notamment où le prix est monté tellement vite dans le week-end qu'on n'est jamais venu retravailler la zone de prix du week-end. Et en fait, si vous voulez, les professionnels, ils n'ont pas pu mettre des ordres sur ces niveaux-là. Et donc souvent, quand il y a des gaps de cotation CME, le prix revient dans ces zones. On appelle ça des zones d'inefficience. Et donc du coup, c'est ce qu'on est venu faire. Donc on est venu récupérer la zone des 78 000. Donc c'est ce que je vous avais dit. Quand on est arrivé à 85 000, je vous ai dit, bon, ben voilà, la zone qu'on attendait a été touchée, entre guillemets. Si on descend plus bas, la prochaine zone, c'était 82 où il y avait des liquidités, et 78. Pourquoi 78? Parce que c'était le gap CME. Voilà, donc là, on est venu récupérer ce gap CME, donc on pourrait se dire, bon, ben voilà, on a clôturé ça, comme en 2020. Donc maintenant, on est prêt à repartir. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner, entre guillemets, un peu d'opium. Donc pour vous dire que voilà, donc on a quand même des signaux assez positifs pour la suite. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la Bitcoin dominance. Donc pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que la Bitcoin dominance, c'est ce qui va nous montrer qu'est-ce qui va dominer le marché et est-ce que nos altcoins vont performer ou ne vont pas performer comparaison du Bitcoin. Si la dominance du Bitcoin augmente, alors c'est que le Bitcoin prend plus de parts de marché dans le marché des crypto-monnaies dans sa globalité. Donc, alors, ici, voilà. Donc ici, vous aviez le cycle de 2021. Ici, vous aviez le cycle de 2017. Donc comme vous avez vu, on avait le Bitcoin qui restait fort. Et puis d'un coup, tout l'argent qui était dans le Bitcoin part dans les altcoins. Et ça crée quoi? Ça crée l'alt-saison. Donc l'alt-saison, c'est ce que nous, on attend. C'est là où les altcoins surperforment très largement le Bitcoin. C'est là où on fait des gros gains. Après, donc en phase de bear market, le Bitcoin reprend de la force. Donc là, on repasse en Bitcoin saison. Ici, le mot que je vous ai mis ici.
Dès qu'on passe au-dessus, c'est le Bitcoin qui est fort. Dès qu'on passe en dessous, c'est les altcoins. Ok. Donc là, hop, de nouveau, altcoin saison. On remonte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ici, on a eu un semblant de départ. Là, vous voyez, là, quand c'était du coup au niveau de décembre, là, quand on a eu pas mal de performances sur les altcoins, justement. On avait un semblant de départ, sauf qu'en fait, on s'est fait rejeter sur le niveau à peu près des 55%, qui est le niveau, on va dire, phare sur l'altcoin saison. Et on est reparti à la hausse. Donc pour l'instant, pas de signe d'altcoin saison. Ici, je vous ai mis les supports et les résistances. Alors je dézoome, mince, pour que vous voyez un petit peu mieux. Tac. Ici, on a un support et ici, on a une résistance. Ici, on est passé donc du coup à travers le support. Hop, on est venu taper un petit peu plus bas, on a réintégré. Donc là, potentiellement, on pourrait aller chercher plus haut parce que le prochain support, enfin la prochaine résistance, pardon, elle est au niveau voilà, des 70% approximativement. C'est pas impossible qu'on y monte, donc si on monte jusqu'à 70%, forcément, vous l'aurez compris, ça veut dire que nos altcoins ne vont pas forcément performer le temps de ça, puisque ça veut dire que l'argent qui rentre dans le marché des crypto-monnaies ira directement sur le Bitcoin. Donc voilà sur ça. Par contre, ce que je voulais montrer, où quand même on peut se dire, bon, mais ça peut peut-être, mais c'est pas sûr, hop, se dérouler autrement. Alors attendez, je vous dézoome ça. Voilà, c'est qu'on a une divergence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous voyez, on a eu un point haut ici, un point haut ici, et on voit que, bon, forcément, il a été plus haut. A l'inverse, le RSI, donc Relative Strength Index, donc c'est un indice de force relative sur les mouvements des actions, on va dire, que vous analysez. Donc là, en l'occurrence, c'est la Bitcoin dominance. Ici, on peut voir qu'on a le point bas qui est ici, voilà, et ce point haut qui est ici. En général, quand on a de la force, le prix, quand il monte, alors le RSI va monter aussi. Donc on aurait dû avoir quelque chose de ce style. Bon voilà, donc là on est venu ici, hop, on aurait pu redescendre parce que le marché il s'est craché. Mais quand on remonte, et en plus on est remonté, vous voyez ici, plus haut, et ben on aurait dû remonter un petit peu plus haut, comme ça. Pour après redescendre, par exemple, faire quelque chose comme ça. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Le prix, il est passé directement. Hop, alors je supprime celui-là pour qu'on voit mieux. Le prix, il est passé d'ici, il est descendu sur le crash, et quand il est remonté, au lieu de remonter plus haut que le dernier plus haut, donc au niveau d'ici, comme lui, il aurait dû remonter là, et là, il n'est pas remonté plus haut, il est remonté plus bas. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'on a moins de force sur la dominance du Bitcoin. Donc ça, c'est positif pour nous, parce que nous, on va chercher à ce que les altcoins surperforment, on va dire, le Bitcoin. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer ça, qu'il y a potentiellement des signes, donc on appelle ça des signes de retournement quand on a des divergences comme ça. Donc potentiellement, on n'est pas obligé d'aller chercher jusqu'ici, et on pourrait redescendre. Donc alors, on pourrait très bien aussi, vu que là on a une divergence, faire quelque chose comme ça, et puis finalement, hop, faire quelque chose comme ça, et après redescendre. Voilà, donc bon, on ne peut pas anticiper non plus à 100%, on prend les infos qu'on a, et on analyse en fonction de celle-ci. Voilà pour la Bitcoin dominance. Je voulais vous montrer la Bitcoin saison et l'altcoin saison. Donc là, c'est un indicateur qui nous permet de savoir un petit peu où on en est. L'année dernière, on a eu le range qui était interminable et on a vu que du coup, pendant l'été, les prix étaient ultra intéressants pour les altcoins. Donc c'était un moment pour l'acheter puisqu'on était en Bitcoin saison, c'est-à-dire que le Bitcoin surperformait les altcoins. Hop, après, les altcoins ont bien performé. On est arrivé au niveau de décembre, début décembre justement, là où je vous avais dit à peu près que ça sentait pas très bon. Les altcoins là dominaient complètement le Bitcoin, donc là c'était pas un moment opportun pour en acheter, et donc plutôt pour les vendre. Donc là, c'est ce qu'on a fait potentiellement, peut-être pas assez, puisque du coup on avait vendu, mais pas énormément. Et là, on peut voir qu'on est revenu sur les niveaux de Bitcoin saison. Donc là, tout le monde a peur. Mais historiquement, à chaque fois qu'on est dans les niveaux de Bitcoin saison, il est intéressant d'acheter des altcoins puisque c'est ceux qui sont sous-valorisés. Donc là, on est venu toucher. Donc combien de temps on va y rester, je ne sais pas. Par contre, je sais très bien que ici, c'est pas le moment de vendre maintenant puisque là, justement, c'est le moment où il faut racheter. Voilà. Et pour vous donner aussi, hop, pour finir, des informations sympas, c'est l'inflation. Donc ça, je vous en parle très souvent. Elle est au niveau des 1,3. Donc je vous rappelle, l'objectif de la Fed, c'est qu'il soit au-dessous des 2%. Donc comme vous voyez, on est largement en dessous.
Ça, c'est l'inflation en temps réel. L'inflation qu'ont les gouvernements, elle a un retard, on va dire, de 30 à 45 jours. Donc l'inflation qu'on voit actuellement, donc moi je fais la vidéo, on est le 6 mars. Potentiellement, cette inflation pourrait être dans les chiffres officiels en avril, allez, maximum mai. Tout ça pour vous dire que si l'inflation baisse, c'est-à-dire que l'économie se porte très bien, donc potentiellement on peut baisser les taux. Si on baisse les taux, les gens pourront emprunter plus facilement de l'argent et donc il y aura plus d'argent en circulation dans l'économie. Et donc on repart sur ça. Hop. S'il y a plus d'argent en circulation dans l'économie, alors le global liquidité va augmenter. Voilà. Et nous, si la global liquidité augmente, ben, le prix du Bitcoin, vu qu'il est assez corrélé, devrait augmenter. Voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous montrer. Alors attendez, je regarde juste. Ah, je vous ai pas parlé. Tac. Il est où? Il est là. Voilà, je voulais vous montrer un dernier agrégat qui est le dollar. Le dollar, s'il perd de la force, nos cryptos prennent en valeur. On voit que dernièrement, il a réintégré le range, donc ce qu'on appelle d'ici. Vous voyez qu'il venait taper en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Là, hop, il est passé un petit peu au-dessus. Et là, pouf, il revient en bas. Donc, est-ce qu'il va rester au-dessous? Je ne sais pas. Parce que des fois, ils font entre guillemets des feintes, c'est-à-dire qu'ils vont un petit peu au-dessous, puis après, hop, ils remontent très rapidement. Donc ça, ben, l'avenir va nous le dire. Mais pour l'instant, si le dollar reste dans ces niveaux-là, c'est très positif puisque c'est ce qu'on attend nous et qui baisse, voire même plus. On laisse sur ce carré-là qui baisse beaucoup plus bas. Le bull run de 2021 pour vous montrer, hop, il s'était passé ça. Et le bull run de 2017, donc qui est le bull run de Trump, il s'est passé ça. Voilà. Donc on peut se dire que si on se fie à ce qui s'est passé dans le passé, on pourrait s'attendre à ce que le dollar se pète la gueule pour nous laisser un petit peu de place pour les crypto-monnaies. Ici, voilà, c'est ce qu'on a eu début 2024. On a eu le dollar qui s'est pété la gueule. Et c'est suite à ça où on a eu, du coup, début d'année 2024, des grosses performances sur les altcoins. Donc, c'est ce qu'on va attendre pour nous, notre bull run 2025. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'horizon sur plein d'indicateurs. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous les posez sur le groupe directement. Moi, je vous y réponds au plus tôt. Et puis on se retrouve du coup sur le groupe pour discuter un petit peu du marché. Allez, à la prochaine. Ciao.